amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir une nouvelle fois Pierre Lours. Bonjour Pierre. Bonjour Anne. Pour une chronique échappée de ses tweets, puisque Pierre Lours est d'abord l'auteur d'un roman qui s'appelle La révolte des silencieux, et qui est un très bon roman qui est paru aux ateliers Folfer, qu'on trouve encore sur Internet et qui va sûrement être réédité un jour. Et vous écrivez des tweets qui sont extrêmement percutants. Vous aimez les jeux de mots. Vous êtes, comme c'est le tweet, c'est un texte très resserré. Oui. Donc vous jouez avec les mots. Oui, et puis, bien sûr, il faut essayer de frapper un petit peu. C'est assez publicitaire, si vous voulez, un tweet. C'est presque comme une affiche. C'est, si on peut rapprocher ces deux exercices. Il faut accrocher l'attention et en même temps, il faut faire comprendre très rapidement. C'est Savignac qui disait qu'au travers de ses affiches, il avait 2 secondes d'attention à sa disposition. Et dans ces 2 secondes, il fallait qu'il étonne dans un premier temps et qu'il fasse comprendre dans un deuxième temps. Et c'est pas évident parce que c'est parfois antinomique. Ouais. Savignac, c'est un dessinateur qui a un musée à Trouville. Absolument, et qui a été un des grands affichistes français de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Alors, pour vous donner un exemple de ce raccourci de Pierre Lours, chers amis TV Liberté, on ne protège et ne sécurise que ce que l'on aime. Comme nombre de politiques et de Français n'aiment pas la France, n'aiment plus la France, et se contentent de nourrir leur vie de supermarchés et de supermachés politiquement corrects. Conformes. Con tout court. J'aime bien. Oui, supermarché, c'est effectivement, je crois, ce qui nous est servi à longueur de journée, d'écran et de radio et de papier journaux. D'ailleurs, Lazarev disait à ses journalistes, n'oubliez pas que demain, vos journaux serviront à emballer le poisson. Oui, voilà. Absolument. Il voulait les rappeler à un peu d'humilité. Ce serait peut-être intéressant aussi de les rappeler à humilité. Absolument, absolument. Alors, vous avez comme but de dénoncer ce grand reset, ce grand quel est le mot français? En fait, c'est le grand enfin, c'est la grande réinitialisation. Oui, effectivement, si vous voulez, il y a quand même de nos jours une intention affichée et on ne peut plus répandue, qui est l'intention de ce club de Davos, qui rassemble en fait les plus grosses entreprises mondiales et celles qui font le plus de bénéfices et de chiffres d'affaires, sous l'égide d'un certain Schwab, qui est un personnage absolument incroyable. Il sort tout droit d'un film d'horreur, de Nosferatu ou de je ne sais quoi. Bon, il est épouvantable, ce bonhomme, au point de vue aspect. Alors peut-être que c'est le meilleur des grands-pères, hein, mais Hitler aussi adorait les chiens. Enfin bon, mais j'aime votre rapprochement entre les petits chiens et les enfants. Voilà, et aussi les enfants, parce que tous les dictateurs ont toujours pris d'ailleurs des enfants dans les bras. Staline aussi, etc. Bon, et donc effectivement, ce club de Davos a depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années entrepris la conquête du monde, tout simplement, et pour conquérir le monde, il y a 2 étapes. Premièrement, il faut détruire le monde qui existe et ensuite, il faut le reconstruire. Et le Great Reset, c'est la grande réinitialisation. Et je pense qu'effectivement, au travers de ce que nous vivons tous les jours, dans plein de domaines, et si vous voulez, on pourrait un peu les balayer, on fait face à une entreprise de démolition vraiment multi-azimut, hein, vraiment multi-azimut. Et donc, je pense que face à ce Great Reset, cette grande réinitialisation, eh bien, je crois qu'il faudrait saisir la balle au bond et essayer, non pas de réinitialiser selon leur volonté, mais de faire le good reset, c'est-à-dire une bonne réinitialisation, une bonne renaissance, une bonne... enfin, tout ce que vous voulez. C'est une jolie idée que vous avez, mais j'ai un peu envie de dire que tout a déjà existé et que
peut-être qu'il y a de bonnes méthodes anciennes que l'on peut reprendre. Ah ben bien sûr, il faut restaurer. Il faut restaurer. Ah oui, c'est plus la Renaissance, c'est la restauration. Avant de voir la restauration, on va voir ces processus de table rase qui nous submergent. Oui, alors si vous voulez, on peut aussi parler, quand on parle de table rase, on peut parler d'une sorte de grand remplacement, mais tout azimut là aussi. Hein, parce que le grand remplacement, il est plutôt axé autour du remplacement démographique, mais ce grand remplacement, il va dans différents domaines. Par exemple, si on parle de la culture, ce qu'on appelle le wokisme, effectivement, est un grand remplacement culturel, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est vrai, parce qu'en fin de compte, ce grand remplacement, il a commencé notamment un petit peu avec la Renaissance, mais surtout à la Révolution française en 1789. Je vous rappelle, et vous le savez bien, que les révolutionnaires avaient comment dire, débaptisé toutes les localités qui commençaient par Saint-Malo, etc. Et ils avaient enlevé tous ces noms de localités, ils avaient rebaptisé autrement pour effacer justement la présence des saints. Le calendrier, évidemment, dans la foulée, ils l'ont complètement changé pour déboussoler les gens, pour effacer les fêtes religieuses, notamment. Mais vous savez qu'il y a un maire de village qui a débaptisé la chapelle Basse-Mère. Oui. Parce qu'il y avait le mot chapelle dans le titre. C'est le village dans lequel Reynald Secher a fait son musée, sa mémoire du futur. Mais bien sûr, il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, on a eu, il y a une quinzaine d'années, un ministre de l'Éducation nationale, je ne sais plus comment il s'appelait, ce socialiste, qui disait que la Révolution n'avait pas été encore terminée, qu'il fallait la continuer, notamment dans le domaine éducatif. C'est-à-dire retirer les enfants de l'influence des parents. Oui, c'est ça, je crois que c'est un nul. Oui, Vincent Payon. Alors, sans parler du ministre actuel de l'Éducation nationale, qui est lui aussi pour ce... Ah bah oui, parce que lui bien qu'effectivement mettant ses enfants dans une école privée tout à fait sélecte et protégée, effectivement considère que les Noirs sont... à l'origine de la nation française. Oui, et qui sont persécutés, qui ne sont pas rétribués au sens large du terme, à la hauteur de ce qu'ils ont apporté, etc. Alors qu'il est l'exemple contraire. Oui, bien sûr. Il est tout à fait l'exemple contraire. Oui, parce que... mais c'est souvent comme ça, de toute façon. Hein. Il y a la mauvaise foi. De toute façon, en politique, je crois qu'il y a... Si je devais définir ce qu'est la politique, c'est le royaume de la mauvaise foi, essentiellement. Alors, il y a des exceptions, qui peuvent être temporaires, d'ailleurs, mais parce qu'il faut toujours... Vous n'allez pas jusqu'au mensonge ? Ah bah si, le mensonge, mais la mauvaise foi, le mauvaise foi est à l'origine du mensonge, si vous voulez. Hein. Mais alors, mais il y a un jeu de mots à faire sur la mauvaise foi. C'est qu'on a une foi détraquée. Oui, ben quand vous n'avez pas de foi, vous n'avez plus de foi, vous n'avez plus de référence en quelque sorte absolue, évidemment, en l'absence de foi, c'est la mauvaise foi qui prend la place, bien entendu. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Oui, bien sûr. C'est votre habitude du jeu de mots et de l'approfondissement du mot qui me fait raisonner de la sorte. Donc l'effacement culturel, alors on le voit donc au travers de ce wokisme en question... cette espèce de culture de l'effacement, on veut effacer tout ce qui existait, mais ça c'est pas nouveau, c'est le marxisme aussi. Hein, c'est les romans d'Orwell notamment, où effectivement, pour prendre la main sur l'ensemble des gens, de la population, on leur efface toutes leurs références anciennes, et on les brouille. Et ils deviennent des gens complètement décérébrés. D'où, effectivement, pour les décérébrer, et ensuite pour qu'ils comprennent quelque chose, il faut leur faire avaler du super mâché intellectuel. Donc, des exemples très simples, des phrases très courtes, des notions élémentaires et alimentaires, bien souvent, d'ailleurs. Bon. Enfin, voilà. Donc, là, on est dans cette logique, si vous voulez, du grand remplacement qui est
voulu par Davos et notamment tous ces gens qui ont été accrédités en quelque sorte par Davos, c'est-à-dire les Young Leaders, dont et Macron fait partie de ces Young Leaders. Les jeunes chefs de meute, j'ai envie de dire. Voilà, et Macron en fait partie, et plein d'autres, hein, mais notamment Macron. Mais comme par hasard, tous ceux qui sont aux manettes font partie des Young Leaders. Ah oui, ils sont sélectionnés. Voilà. Alors, ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, c'est que cette entreprise est tout à fait réalisée au grand jour. Ils ont une organisation, ils ont un site, ils ont des écrits, ils ont des membres qui ont tous des fonctions, qui périodiquement confessent leur attachement à Davos, Great Reset, etc. Tout est mis en évidence. C'est une seconde franc-maçonnerie ? Oh oui, super franc-maçonnerie, si vous voulez. Oui, on est dans la même mouvance d'esprit. Mais ce qui est terrible, c'est que cette vision, cette entreprise qui est placée sous la vision de tout le monde, ne provoque pas véritablement d'opposition massive. Il y a bien sûr des gens qui s'y opposent et qui disent « Mais attendez, où est-ce que vous nous emmenez ?» Il faut quand même savoir qu'il y a une des phrases particulièrement importantes de Davos et de Schwab, son mentor, qui est demain vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est le communisme. Alors ça peut être le christianisme dégénéré, complètement, voilà, mais c'est surtout le communisme. Mais c'est le communisme au service d'une petite élite oligarchique capitaliste. Qui, elle, aura beaucoup d'argent. C'est eux qui possèdent tout. Et alors leur modèle, c'est simple, c'est que puisque... je vous rappelle que d'ailleurs, une des premières constitutions de la République française, le slogan, c'était liberté, égalité, propriété. La propriété étant considérée, évidemment, et c'est bien normal à cette époque, comme étant la garantie contre les puissants, les seigneurs, etc., qui possédaient tout. Et là, ils possédaient même votre maison, parfois, mais souvent. Donc la propriété étant la garantie de votre liberté, de votre existence, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, où on n'est pas propriétaire de sa terre, on est propriétaire, on a juste un bail. Voilà, c'est ça. Voilà, très longue durée, et vous ne possédez que ce qu'il y a au-dessus de la terre. Ouais. Oui, ils sont déjà... Et ce qu'ils veulent nous imposer en France. Oui, ils veulent nous imposer ça. Et donc, alors évidemment, dès le moment où vous supprimez... L'Angleterre donnant l'image parfaite d'un pays parfaitement développé, où tout le monde mange bien à sa faim, et où qu'un pays égalitaire. Enfin, on le voit, quoi. C'est le pays où il y a le plus d'écart. Peut-être l'Ukraine est juste avant l'Angleterre. En plus, enfin, c'est quand même l'endroit où les gens mangent du poisson dans du papier journal, parce que c'est la nourriture la moins chère là-bas. Ça s'appelle les fish and chips. Ça peut être très bon d'ailleurs, mais quand c'est du très bon poisson et que vous mangez ça correctement dans une assiette bien préparée, etc. C'est quand même un peu triste. Et donc, si vous voulez, la suppression de la propriété, ça permettrait tout simplement à ces gens, c'est-à-dire aux grandes entreprises mondiales, que ce soit Microsoft, que ce soit des grandes sidérurgies, que ce soit des grands constructeurs automobiles, etc., tout simplement de vous avoir dans la main. De tout s'accaparer. Voilà. Par exemple, le déplacement, la voiture. Normalement, en 2035, il n'y a plus de voitures donc à essence. Ça veut dire qu'il y aurait soi-disant des voitures à électricité. C'est pas possible, puisque, en fin de compte, on ne peut pas construire autant de batteries pour que chaque personne ait une voiture. Bon. Donc il n'y aura plus de propriété de voiture, mais il y aura des voitures en location. Et à ce moment-là, il est évident que si vous allez dans un endroit où le loueur n'a pas envie que vous alliez, il ne vous louera pas de bagnole. Terminé. Donc la propriété supprimée, c'est la liberté qui est supprimée. Mais Attali l'a dit, il y aura trois sortes de personnes, trois groupes de personnes, les très très riches, que l'on voit dans le film Sans filtre, que je conseille aux téléspectateurs d'aller voir. J'en ai parlé dans une émission récente. Les très très pauvres, qui seront obligés de se déplacer chaque jour pour aller chercher du travail et de quoi manger.
Et puis au milieu, une petite classe moyenne pour gérer les affaires courantes. Il l'a dit l'année dernière, enfin, c'est récent. Mais c'est pas du tout étonnant. Non. Donc voilà où on en est. Et donc cette entreprise d'anéantissement en quelque sorte de notre société, avant évidemment l'édification d'une société idéale, notamment pour ceux qui la contrôleront, cette idée a été préparée notamment à partir grosso modo du marxisme. Tout ça, ça remonte, hein, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a des racines. C'est pour ça que non seulement leur volonté, leur programme est très clair, mais ensuite ce programme, il ne vient pas de nulle part. Donc il faut le prendre au sérieux. Ce qui est étonnant, c'est de voir que ces deux groupes qui étaient censés être antagonistes, les capitalistes et les marxistes, finalement s'épousent pour le plus grand bonheur des plus riches. Oui, mais je pense que tous ces deux groupes, si vous voulez, étaient titulaires, si je puis dire, possédaient les mêmes vices, les mêmes névroses, les mêmes maladies mentales, et étaient affectés tout simplement d'un même satanisme. Donc, si vous les appelez marxistes, oui, ça sera les mêmes, mais qui seront engagés sous un drapeau rouge. Si vous les appelez capitalistes, ça sera un drapeau plutôt dollar. Mais en fin de compte, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes. On est en face des mêmes individus qui sont tout à fait capables de manier le mensonge, la censure, la répression, etc. La manipulation. Voilà. La censure, comme c'est un pouvoir totalitaire, il faut bien sûr qu'il y ait une censure, et on la sent pointer son nez, la censure. Xavier Moreau, qui envoie des vidéos sur son site Stratpol de Moscou, a été sorti de YouTube. SOS Éducation, qui était une association extrêmement dynamique et intelligente, qui défendait le droit de l'élève à apprendre autre chose que pipi, caca et le reste, s'est fait traîner en justice, a subi une peine financière énorme pour la contrainte à la faillite. Et là aussi, si vous voulez, cette censure est faite d'une manière comme si c'était tout à fait naturel. On vous dit, ah ben non, YouTube considère que votre site ne répond pas, n'est pas très friendly, quoi, en gros, hein, n'est pas très sympathique. Vous sortez un petit peu des grands critères du bien-être, de la bien-pensance, donc on est obligé de vous supprimer. Bon, enfin bon, voilà, quoi. Et puis tout le monde voit ça, mais c'est pas bien grave. Et Rivarol, qui est un journal, un hebdomadaire, on ne peut plus combattant contre ce gouvernement et quelques autres. Jérôme Bourbon a été condamné à une somme astronomique et ils font tout pour l'étouffer. Bien sûr, bien sûr. Et on trouve qu'on vit en démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie, alors? C'est le règne, sous lequel on étouffe les gens. Oui. Alors, je discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps, il me disait, oh écoute, tu exagères, en France, on n'est quand même pas sous le goulag. C'est ça. Mais je lui ai dit, mais non, parce que c'est beaucoup mieux. Oui. C'est beaucoup mieux. Le système a réussi à faire en sorte que chacun s'auto-censure, chacun se garde. Crée son petit goulag. Voilà. Et chez soi. Comme ça, ils n'ont même plus besoin de mettre des infrastructures. De payer des gardes-chiourmes. Non, vous êtes votre propre garde-chiourme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait avec leurs Ausweis. Vous vous souvenez, quand il y avait ces restrictions Covid, les premières notamment, et même les autres, où vous faisiez un papier pour attester que vous alliez faire ci ou faire ça. Et vous donniez donc votre propre autorisation. En fait, vous aviez au fond de vous-même un gendarme, on va pas dire les gendarmes, je les aime bien les gendarmes, et un garde-chiourme, un garde-chiourme sommeil en chacun d'entre nous. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire dire, nous faire intégrer.
Et c'est très fort. Et donc, je suis d'accord avec cet ami. Non, c'est vrai, en France, il n'y a pas encore de goulag. Il n'y en a pas besoin pour le moment. Quoiqu'il y a quand même des gens qui sont emprisonnés. Hein. Il y a quand même des gens qui... Oui, du jour au lendemain, il est le groupe identitaire. Bien sûr. Ils sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Oui, alors il y a même des intellectuels qui, alors je ne sais plus comment il s'appelle cet homme qui a été mis en prison pendant... Hervé Ryssen. Voilà, c'est ça, Hervé Ryssen qui a été mis en prison pour 6 mois. Et un tweet. Oui. Donc il y en a. Et puis on a bien vu la répression parce qu'ils sont tout à fait capables. Et puis ne parlons pas du grand journaliste Julian Assange. Oui, qui va être déporté, si je puis dire, en Amérique et qui va y être traité, qui ne va pas arriver jusqu'à son procès parce qu'il sera bousillé avant, pour avoir révélé ce qui devrait être public, toutes les actions oui, mais tout ça, c'est une répression pour notre bien. Oui, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'êtes pas encore assez évolué, Brassier. Oui. Hein. Donc il va falloir faire un effort pour arriver au niveau. Alors le niveau étant plus vers le bas, évidemment, plutôt vers le haut. Alors vous proposez... Vous proposez de réagir devant toutes ces tentatives de réinitialisation. Oui, absolument. Mais juste avant d'essayer d'énumérer comment on peut faire pour lutter contre ça, il y a quand même, si vous voulez, la grande table rase la plus efficace qu'on ait trouvée au XXe siècle, qui est la guerre. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Et donc, on a bien vu, après 14-18, que déjà, il y avait eu une bonne possibilité de réinitialiser pas mal. Et surtout après 45, grâce à nos amis américains, qui nous ont prêté généreusement de l'argent pour qu'on leur achète leurs propres produits. Et évidemment, on a remboursé après cet argent qu'ils nous ont généreusement prêté. Absolument. Notamment pour reconstruire toutes les villes qui avaient été rasées par les bombardements américains. Je rappelle quand même qu'il y a eu plus de destruction par les bombardements américains et anglais en France dans la guerre 40-45 que par les Allemands et par la bataille contre les Allemands. Voilà. Mais vous ne comprenez pas que le bombardement est un moyen de faire la guerre très économique en vie humaine. Quand on est dans un avion et qu'on lâche ses bombes, c'est moins coûteux pour le pays en guerre. Oui, d'autant plus les Américains lâchaient leurs bombes de très très haut. Très haut. Comme ça, ils étaient sûrs de ne pas se faire avoir par la DCA. On peut comprendre. Mais disons que la précision était quand même très faible. Oui. Alors, effectivement, contre tout ça, et contre les menaces de guerre qui apparemment sont quand même bien présentes. Et on a même l'impression que nos gouvernants, les gouvernements européens ne cherchent que ça. Ne cherchent que ça. Je me permets de faire une petite info en regardant l'affiche de cette émission qui est le film des combattantes. C'est un film qui est paru sur TF1, c'est un téléfilm, une série, et que j'ai regardé et qui met en scène les jeunes soldats allant à la guerre de 14 et qui prend l'allure vraiment d'une boucherie. Enfin, toutes les guerres sont des boucheries, mais là, vraiment, on le voit bien. Je trouve que c'est bien de montrer un petit peu aux contemporains ce que c'est que la guerre, parce qu'ils l'ont sans doute un peu oublié, et ça peut-être remettre du plomb dans les cervelles. Oui, et puis il faut quand même bien se dire qu'on ne passe pas au travers de la guerre. On passe pas entre les gouttes. Non. Moi, j'avais un copain qui disait « En cas de guerre mondiale, je pars à l'étranger », ce qui était assez drôle, puisque évidemment, si elle est mondiale, il n'y a plus d'étrangers. Bon. Alors, je lui avais fait remarquer. Il avait trouvé effectivement que c'était un peu étonnant, son truc. Bon, donc, mais on passe pas au travers. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nos puissants, là, qui se disent que, bon, en cas de guerre mondiale, ils auront leur petite protection personnelle, etc., dans un abri ou je ne sais où, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Bon, peu importe. Donc, effectivement, comment faire pour lutter contre ces bombardements, entre guillemets, les bombardements de notre façon de vivre, de notre civilisation, de notre pensée? Comment faire? Et la première chose à faire, c'est qu'il faut bien savoir que pour gagner une bataille, il faut durer. Il faut durer.
C'est le principe de base. Hein. Et une guerre ne se gagne pas justement sur une bataille. Une guerre se gagne à la fin de toutes les batailles. Et par exemple, en Ukraine, quand on voit effectivement que la contre-offensive ukrainienne est couronnée de quelques succès, il ne faut quand même pas oublier, par exemple, que les Russes ont une grande habitude de ce genre de fausses pertes. Ils l'ont fait face à Napoléon, ils l'ont fait face à Hitler, c'est-à-dire qu'ils se sont reculés. Les autres, chouette, hop, ils avancent comme des benets, et ils se font bombarder par l'artillerie russe, qui est une des plus lourdes et efficaces artilleries du monde. Quand ce n'est pas le général Hiver qui se met en ordre de bataille. Exactement. Donc, encore une fois, une guerre, c'est un ensemble de batailles. Et il faut donc durer pour gagner cette guerre contre ces gens qui veulent tout simplement nous anéantir. Parce que c'est ça, en fait. Ils veulent nous anéantir. Ils ont essayé, ils essayent toujours au travers, notamment, du Covid, des virus, des vaccins, soi-disant faux vaccins qui vont nous protéger des mêmes virus, etc. Enfin, c'est multiforme, cette attaque. Alors, face à un ennemi ou un adversaire, comme vous voulez, si vous êtes gentil, qui nous attaque, il faut, je pense, adopter la technique, justement, des résistants. C'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats. Il faut choisir l'ennemi, que vous allez attaquer. Il faut choisir le terrain. Il faut choisir le moment. Il faut choisir les armes. Voilà. Et c'est en étant intelligent, en quelque sorte, qu'on peut avoir le dessus sur des ennemis multiformes comme ça. Et ils ne peuvent rien. On a bien vu dans l'histoire que les mouvements de résistance finissent toujours par gagner. Finissent toujours par gagner. Voilà, donc il faut durer. C'est bon de vous entendre. Ah mais non, mais je vous promets que c'est vrai. Donc il faut durer. Il faut durer et choisir ses combats. Et ça veut dire aussi que dans cette façon de choisir ses combats, il faut savoir esquiver. Et l'esquive, la fuite, si je puis dire même, peut être salutaire. Et c'est pas parce qu'on fuit à un moment donné qu'on perd ses moyens. Bien au contraire, on les garde, on les protège, et on va pouvoir les utiliser plus tard. Donc, il faut savoir esquiver, et il faut savoir, se protéger. Et protéger matériellement, mais aussi protéger son esprit. Et par exemple, c'est ce que Solzhenitsyn avait dit qu'il avait fait quand il était en Goulag. Il disait que ne possédant plus rien, étant en quelque sorte physiquement dans la main de ses geôliers, il pouvait donc investir son propre esprit et la liberté de son esprit. Et avoir dans son esprit une vie intérieure inatteignable pour les geôliers, pour les gardes-chiourmes. C'est Descartes qui disait qu'il fallait avancer masqué. Et il faut avancer masqué, ce qu'on fait pas d'ailleurs maintenant, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut aussi qu'il y en ait qui soient à visage découvert et d'autres qui soient masqués. Et puis on peut très bien être les deux à des moments différents. C'est tout à fait possible. Et il faut surtout, je crois, ne pas se laisser entraîner dans la colère, qui est pourtant bien tentante, mais ça fait perdre les moyens, la colère. D'abord, ça fait brûler de l'énergie, donc pas de colère. Ça donne, en quelque sorte, une grande satisfaction aux adversaires, parce qu'ils voient évidemment que vous avez été atteint. Regardez, quand vous êtes en voiture et que vous avez un ou une imbécile, parce que les femmes sont aussi bêtes que les conducteurs masculins maintenant. Il y a une grande égalité sur ce sujet-là. Oui, là, je vous le concède. On est arrivé à un point d'égalité absolue. Bon, vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui klaxonne comme un fou, etc., parce qu'il trouve que vous, au lieu de rouler à 70, vous roulez à 65 et que ça va lui faire perdre sa vie. Bon, son temps et sa vie. Vous ne réagissez absolument pas. Mais absolument pas. Ni un geste méchant, agressif, ni rien. Mais c'est épouvantable pour lui. Parce qu'il se demande s'il existe.
Vous comprenez? Donc, ne pas rentrer dans la colère, ou essayer en tout cas de faire semblant de ne pas être dans la colère. Parce que parfois, ça boue intérieurement. Mais avoir en quelque sorte une force tranquille, comme dirait l'autre qui nous a bien pollué aussi pendant de nombreuses années. Notre bien-aimé président. Mitterrand, qui a été aussi mauvais que les autres, mais qui est pire, parce que cet homme avait de la culture. Et cet homme aimait, en quelque sorte, la culture française. Oui, oui. Il aimait la France, d'une certaine façon, sa France, sa vie. Et il nous a entraînés, tout simplement pour conserver son pouvoir et la mainmise sur les Français, il nous a entraînés vers le mauvais. Donc il est beaucoup plus coupable encore. Voilà. Mais je ne suis pas en colère contre lui. Par contre, je le conchis. Vous voyez, par exemple, vous êtes doux. C'est une bonne possibilité. Vous conchiez. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est méchant, qui est bête, qui est satanique, qui est encore Satan. Et bien, vous le conchiez. Vous lui faites un beau sourire, vous le regardez un petit peu de haut quand même. Enfin, et ça, c'est très embêtant. Mais je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire conchier. C'est chier dessus? Alors écoutez, c'est un terme déjà qui est employé dans... C'est un terme très masculin. Non, oui, enfin, si on veut. Parce que c'est employé dans la confiserie du chocolat. Ah oui. Chez les chocolatiers. C'est étaler en quelque sorte du chocolat sur la longueur, vous voyez. Donc à partir de là, vous pouvez arriver à vos conclusions. Ça, je comprends. Ça y est, j'ai compris. On va en arrêter là. Oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi autre chose, me semble-t-il, pour essayer de s'en sortir et de durer et en fin de compte de gagner à la fin. C'est de bien être conscient qu'il peut y avoir, il y a même, des effets papillons positifs. Oui, alors qu'est-ce que c'est que l'effet papillon? Alors l'effet papillon, vous savez, c'est qu'il se passe un tout petit quelque chose en Amérique latine, je sais pas, un papillon qui vient butiner une fleur. Ensuite, une fois que la fleur a été butinée, elle fait un petit fruit. Ensuite, ce petit fruit il va être mangé. Ensuite, la personne qui a mangé le petit fruit il va être malade. Ensuite, le malade va être soigné, etc. Et petit à petit, l'action initiale va prendre une grosse importance. Oui. Et bien souvent, l'effet papillon, on insiste sur l'effet négatif papillon. Et je pense que, je suis sûr qu'il peut y avoir, qu'il y a des effets papillons positifs. Le matin, je vous connais pas, je vous croise dans la rue, je trouve que vous avez une bonne tête, je vous fais un sourire. Bah, si vous êtes un tout petit peu chafouine, ça peut éclairer un peu votre matinée. Ce qui fait que quand vous allez rencontrer la personne que vous alliez voir, au lieu d'être un petit peu agressif peut-être avec elle, bah, vous serez peut-être un peu plus dans l'attente, dans la compréhension, etc. Le sourire adouci. Voilà. La vie. Et donc cet effet papillon, je crois que si... Alors évidemment, là, on voit ça au niveau individuel, mais si de nombreux individus, une foule... met en œuvre cet effet papillon positif, ça change tout. C'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé, ces gens qui se réunissaient pour danser pendant le Covid. Oui. Je ne sais plus quel était leur texte. Ah, c'était chouette. Mais c'était joli comme tout. Chanson, et il y a eu des flash mobs, des réunions de foule dans les gares, partout. C'était extrêmement bon. Alors vous avez aussi, alors je ne sais plus de quelle nationalité il était cette personne. Je me demande s'il n'était pas indien. d'Inde, qui prenait les gens dans ses bras. Il leur faisait en quelque sorte un câlin. Un câlin, oui. Mais ça, c'est une Indienne qui a commencé. C'était une Indienne, voilà. C'est une Indienne. Je ne me souvenais plus. C'est une Indienne chez qui les gens vont en pèlerinage pour être embrassés. Voilà, quoi. C'est hallucinant, ça aussi. C'est pas grand-chose, en fin de compte, si je puis dire, d'embrasser quelqu'un, ça va pas vous coûter... Oui, mais enfin, être obligé d'aller en Inde pour trouver quelqu'un qui vous embrasse... Oui, mais ça, vous pouvez le faire sans aller en Inde. C'est beaucoup plus commode. En sortant du studio au Kremlin-Bicêtre, vous allez à la brasserie qui s'appelle la Place Rouge. Et vous faites ça aux gens qui Non, parce que si vous êtes un homme, vous allez prendre une claque. Si vous embrassez une femme, vous allez prendre une claque. Oui. Moi,
si j'embrasse un homme, on va me traiter de racolage sur la place publique, on va m'emmener au commissariat de police. Oui, mais tout ça pourquoi? Et effectivement, si vous voulez, c'est possible parce qu'on a séparé les gens. On veut les séparer. Oui. Et on veut les monter les uns contre les autres. C'est la lutte des classes. Vous avez une belle citation à nous donner. Vous avez découvert un beau livre. Oui, enfin, c'est un livre qui a été réédité aux éditions du Seuil, donc même le diable porte pierre. Livre qui avait été édité auparavant, toujours aux éditions du Seuil, mais en 43. Je pense qu'en 43, ils étaient peut-être pas exactement comme maintenant. Guy de Larigaudy. Guy de Larigaudy, qui est un homme qui est mort très jeune, à 32 ou 33 ans, dans les batailles de la guerre de 40. Oui. Il était dans la cavalerie, il est mort à cheval. Vous savez que Napoléon disait que l'idéal pour lui, c'était de mourir à cheval et au galop. Guy de Larigaudy est mort effectivement à cheval. Et cet homme qui était à mon sens, un grand intellectuel, un grand aventurier, quelqu'un de très généreux et de très spirituel, oui. Qui s'était engagé dans le mouvement scout et qui est une des figures essentielles du scoutisme. Donc, a écrit des très belles phrases, notamment une qui est très connue, qui conseille pour aller loin et pour aller vers le beau, le vrai, c'est d'accrocher sa charrue à une étoile. Magnifique. Oui, oui. C'est de lui, ça, d'accrocher sa charrue à une étoile. Et là, j'ai retenu une petite phrase, justement, qui souligne là aussi qu'une petite action dans la vie de tous les jours, une petite action positive, peut avoir un grand effet. Et sa petite phrase, c'est « Notre vie n'est qu'une succession de gestes infimes, mais qui, divinisés, modèlent notre éternité. » C'est-à-dire qu'il faut évidemment que le petit geste soit inspiré par le haut. Très, très beau. Voilà. Ouais. Et c'est tiré du livre? Alors, c'est tiré du livre « Étoile au grand large » de Guy Larigaudy. Qui vient de sortir. Qui vient d'être édité aux éditions du Seuil pour la modique somme de 16 €. Et franchement, je le conseille. C'est un livre qui à certains moments, qui vous tire les larmes des yeux et qui donne des bouffées de joie et d'optimisme et de réconfort. Donc, un livre médecine, comme on dit en ce moment. Oui, exactement. En ce moment. Exactement. Bon. Et puis, dernière chose, reconstruire le beau et le vrai. Ah oui, alors là aussi, il y a du boulot. Oui. C'est ce qu'on fait tous les mercredis, nous, ici. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais le beau, le vrai, le naturel, le proche, l'humain, quoi, en quelque sorte. L'humain et le divin. L'humain et le divin. Encore une fois, il faut bien sûr allier notre expérience, notre présence sur la Terre à quelque chose d'élevé. Quelque chose qui dépasse cette petite Terre. Et hier, c'était, je crois, la Saint-François d'Assise, ou avant-hier. Hier. Hier. Hein. Et si vous permettez, c'est pas très long, il a fait une prière que je trouve absolument magnifique. Qui montre, si vous voulez, combien, en accrochant sa vie à Dieu, en se tournant vers Dieu au travers des jours de notre vie ici-terre, ici-bas, on peut évidemment faire de très très grandes choses. Et voilà ce que dit saint François d'Assise. « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a de la discorde, que je mette l'union. L'erreur, que je mette la vérité. Le doute, que je mette la foi. Le désespoir, que je mette l'espérance. Les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris mais à comprendre, à être aimé qu'à aimer. » Voilà, quoi. Il y a pas... C'est un programme à côté duquel tous les programmes de Davos ou des autres importants n'a plus aucune importance. C'est très beau. Vous avez raison. Voilà.
Alors, vous vouliez nous parler de trouvailles, vous vouliez nous parler du conservateur? Oui, alors juste rappeler que le nouveau conservateur, de Paul-Marie Couteau et de Jean-Frédéric Poisson, le numéro 8 va sortir dans un mois et il aura comme thème l'Empire américain. Et son déclin. C'est le titre d'un film. Oui, le déclin de l'Empire américain. Le gros problème, si vous voulez, c'est que les empires, quand ils déclinent, ça fait du bruit. Ah oui. Et ça peut faire beaucoup de mal. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un puissant qui sent sa puissance partir. Et là, on le voit bien dans toutes ces tentatives qu'on peut-être attribuer à l'Empire américain, ces tentatives de séparer la Russie de l'Europe au travers de la guerre d'Ukraine. C'est pas qu'on peut, on doit. Ils l'ont annoncé, ils l'ont dit, les uns après les autres. Tous les hommes politiques le disent. Même Biden l'a dit. Biden, et même à l'Europe, qui est une émanation donc de Washington, ils le disent. Il faut séparer, ostraciser la Russie et l'anéantir. Exactement. Et donc le nouveau conservateur va avoir tout un numéro, donc très prochainement, sur justement toutes les faces problématiques de cet empire américain. Donc ça promet d'être un très bon numéro. Et effectivement, le nouveau conservateur, en plus, regroupe des plumes très intéressantes, et notamment un homme qui s'appelle Michel Maffezoli, dont j'ai un livre là sous les yeux qui s'appelle L'ère des soulèvements. Et Michel Maffezoli, qui est un ancien professeur, c'est un professeur émérite de la Sorbonne, qui est internationalement connu, est un homme d'une perspicacité, me semble-t-il, très grande. C'est un véritable intellectuel, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'est laissé acheter, comme beaucoup d'intellectuels, et c'est pas quelqu'un non plus, c'est pas un intellectuel qui en fait ne mérite pas son statut. Et je vais me permettre de vous lire un petit passage qui résume bien notre époque. Il parle de l'importance de la recherche de l'absolu dans l'histoire humaine et dans la vie de l'homme. Et il en parle de nos jours. Et il dit que la modernité s'est employée à dénier cette recherche de l'absolu en la vulgarisant, la profanisant, en un mythe du progrès au rationalisme morbide et au matérialisme on ne peut plus étroit, d'où sont sortis le consumérisme et le mondialisme libéral. Et il continue en disant « Auguste Comte, pour caractériser l'état de la société propre au temps moderne, disait judicieusement « reductio ad unum », c'est-à-dire la réduction à un. L'un de l'universalisme, l'un du progressisme, l'un du rationalisme, l'un de l'économisme, du consumérisme, etc. C'est-à-dire qu'on simplifie tout sous une bannière, une même bannière pour soi-disant tout expliquer, alors qu'évidemment on simplifie et on n'explique plus rien. C'est bien contre cette unité abstraite, et là il parle de nos jours et notamment des Gilets jaunes, c'est bien contre cette unité abstraite que la colère gronde, que la méfiance s'accroît. Et c'est bien parce qu'elle pressent que des soulèvements ne vont pas tarder à se manifester que la caste au pouvoir, celle des politiques et de leurs perroquets médiatiques, s'emploie à susciter la peur, le refus du risque, la dénégation de la finitude humaine, dont la mort est la forme achevée. Voilà. Et c'est donc un petit passage qu'on peut retrouver dans un livre que Michel Maffezoli a publié au CERF. C'est au CERF, qui s'appelle L'ère des soulèvements. Très bien. Voilà. Vous nous donnez des bonnes nourritures et vous nous donnez de très bons conseils de résistance. On va mieux après vous avoir écouté. Oui, alors si vous voulez, ce ne sont que des conseils. Après. Oui, mais enfin, vous en êtes un bon exemple. Vous avez l'air d'appliquer ces règles et de vous en porter bien. Je m'y efforce. Je ne réussis pas toujours.
Merci beaucoup, Pierre Lours, pour ce beau moment de résistance. À très bientôt. Merci, Anne. Au revoir, chers amis de TV Liberté.